Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents en si grand nombre dans ce petit amphithéâtre. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, tout de suite, je me permets de déclarer quelques liens d'intérêt. Je ne vois pas de conflit d'intérêt dans ces autres activités. Elles sont plutôt cohérentes avec ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Je suis notamment administrateur d'une entreprise, Excellence en Santé Canada, et administrateur d'un des instituts de recherche de santé, sur les politiques de santé des instituts de recherche en santé du Canada. Alors, ça me fait immensément plaisir de vous parler aujourd'hui des systèmes de santé apprenants. Je commence peut-être en vous faisant un court portrait de qui je suis et puis pourquoi je vous en parle de ces systèmes de santé apprenants. Un peu comme vous, sans doute, j'ai un parcours de carrière qui m'amène de la médecine de famille à la recherche qui est assez hétérogène, assez peut-être même exotique à certains égards. De mes études à ma pratique de médecine, à un travail de directeur médical dans un hôpital de région au Québec, jusqu'à un travail de sous-ministre adjoint au gouvernement du Québec et enfin, plus récemment, en recherche. L'objectif de ma carrière, c'est toujours articulé autour d'améliorer la santé. C'est l'amélioration qui est le centre de mes activités, ce qui est probablement le cas de plusieurs d'entre vous. Ce parcours hétéroclite m'a amené à développer une vision assez claire maintenant d'un système de santé qui s'améliore continuellement, principalement par la mobilisation et l'application des savoirs expérientiels, des savoirs scientifiques, des savoirs cliniques et organisationnels. Et comme j'étais en France aujourd'hui, je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir vous partager ça au pays, à la capitale de la gastronomie, une recette, serait sans doute le meilleur moyen d'attirer votre attention. Vrai? Beaucoup de... Parce que vous venez de manger, on aurait dû faire cette présentation juste avant le lunch. Très bien. Parlons de cette recette. La recette dont je vous parle aujourd'hui, c'est une recette qui consiste à partir des pratiques, à se rendre aux données, à se rendre aux connaissances, et de ces connaissances, de les faire percoler de nouveau dans les pratiques, en gérant les données, en valorisant ces données et en gérant le changement. Ceci, pour cette recette, s'exerce en continu avec et pour la population. Les ingrédients sont assez simples, il faut du partenariat, il faut des données, il faut du changement. Et les étapes sont elles aussi relativement simples à suivre. Faire autrement pour briser les silos, se baser sur la science pour prendre les décisions, soutenir, accompagner et faciliter le changement, ça ne se fait pas tout seul. Il faut commencer quelque part dans une recette. Je commence là où moi j'ai mon dada, c'est toujours ce qu'on fait dans une recette, on commence par le truc qui nous intéresse le plus, allumer le four. Moi, c'est les données, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Et les données, c'est clé, vous le savez, en recherche, c'est critique. La mesure est au centre de tout ce qu'on fait pratiquement en recherche. Mais mesurer quoi? Et ça, c'est la grande question, parce qu'on peut mesurer toutes sortes de choses qui servent à rien. On essaie de mesurer des choses qui créent de la valeur, qui ont de la valeur. On mesure pour évaluer l'amélioration d'un système de santé, on mesure l'impact de ce qu'on fait. Probablement quelque chose que nous n'avons pas assez fait historiquement, en particulier dans la recherche appliquée. Mesurer l'impact de nos actions et de le faire dans un objectif clair et cohérent. Pour nous au Québec, puis j'oserais dire au Canada, en Amérique du Nord, le quintuple objectif est vraiment au cœur de ce qu'on cherche à améliorer. C'est un objectif qui fait largement consensus. Certaines d'entre vous auraient peut-être entendu parler du triple d'abord et ensuite quadruple objectif. Nous sommes maintenant au quintuple et probablement qu'au prochain congrès du CNGE, nous serons au sextuple objectif. Mais en attendant, restons au quintuple. Ce quintuple objectif se résume ainsi par des choses qui vont vous apparaître évidentes, mais qu'on mesure rarement de la bonne manière et à bon escient. Le premier de ces objectifs, c'est celui d'améliorer la santé de la population. C'est une évidence crasse, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Le second est assez historique aussi, celui de s'assurer de la pérennité de nos systèmes de santé en veillant à améliorer l'efficience. Donc, s'assurer que les ressources qu'on investit, les impôts que vous payez, que nous payons, servent à bon escient, donnent des résultats escomptés, donnent des résultats et de la valeur. Le troisième objectif, qui lui est un peu plus contemporain, est celui de s'intéresser à l'expérience des patientes et des patients. Les personnes qui utilisent nos services, sont-ils satisfaits de ces services? Ont-ils une expérience heureuse? Mesurer ça est extrêmement précieux. Et plus récemment encore, on s'est intéressé
pas seulement aux patientes et aux patients, mais à ceux et celles qui les soignent, qui sont les médecins dans la salle à main levée, médecins, infirmières, levez les mains, médecins professionnels, cliniciens, majorité, on est d'accord. C'est bon. Alors, votre bien-être, croyez-le ou non, est aussi un facteur clé du succès de la santé des patientes et des patients. On a découvert ça seulement récemment. Si le médecin ou le professionnel est extrêmement malade ou démobilisé, la santé des personnes qu'il soigne s'en trouve elle aussi impactée. Et encore plus récemment, et la pandémie a été extrêmement précieuse d'enseignement là-dessus, a mis en évidence des enjeux d'équité. On parle d'équité, diversité et inclusion au Québec, au Canada, mais ces enjeux d'équité sont clés. Donc, quand on travaille à améliorer le système, ce que l'on démontre de mieux en mieux, de plus en plus, c'est que si on ne s'intéresse pas à ces 5 objectifs, on manque le bateau. Cette recette, une fois qu'on dispose de données, nous conduit à vouloir valoriser ces données pour créer des connaissances, créer des innovations, créer du savoir. Cette portion de développement de savoir est au cœur de ce qu'on doit faire, puis probablement tous ceux et celles d'entre vous qui faites de la recherche savez de quoi je parle. Développer des connaissances, c'est votre pain quotidien, faire des publications. Mais on va un petit peu plus loin du côté du Québec en ce moment avec la recherche appliquée, dans laquelle on essaie d'intégrer de plus en plus d'expériences, de connaissances expérientielles, celles qui viennent des personnes qui sont soignées, celles qui viennent des personnes qui soignent dans le réseau, celles qui viennent des personnes qui l'articulent, pas seulement des connaissances pures et dures. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on développe une programmation scientifique en ce moment au Québec, elle est développée en intégrant de manière systématique des partenaires patients, patientes, et des cliniciens, et des décisionnaires, et des gestionnaires. Bref, ce n'est plus la recherche où le chercheur ou la chercheuse se trouve isolé, c'est une recherche collaborative, une recherche en partenariat. Ce partenariat, il est exprimé au mieux dans la recherche expérientielle, nos communautés d'expérience. Elle s'appelle d'ailleurs comme ça, si vous l'allez lire dessus, la communauté expérience, une communauté de patientes, de patients, tout azimut, déployée, développée par des patients, pour des patients. Cette communauté-là, ma collègue Mme Dallaire vous en parlera dans quelques instants, j'en suis certain, mais c'est pour vous témoigner qu'elle permet de faciliter l'intégration de ces partenaires patients dans les soins, dans l'enseignement, dans la recherche, dans la gouvernance, de plus en plus dans nos activités au Québec. Une fois qu'on dispose de connaissances de ces savoirs, il s'agit maintenant de les prendre et, en gérant et accompagnant le changement, de les ramener sur le terrain dans les pratiques concrètes, dans les pratiques cliniques. Ce travail d'application des connaissances, c'est le grand pont dans un canyon, un fossé qui existe, vous le savez, entre les savoirs et les pratiques. C'est ce pont que l'on construit avec notre système apprenant. C'est ce pont qui nous permet de passer d'une connaissance théorique à une connaissance pratique. On le fait pour améliorer les pratiques à différents niveaux, au niveau macroscopique, dans les politiques publiques, à un niveau plus mésoscopique, à améliorer des trajectoires ou des parcours de soins de santé, et enfin un niveau vraiment microscopique dans les pratiques au quotidien, dans nos cliniques médicales, dans nos hôpitaux. On dispose de nombreux exemples de ces applications. Ça a été la force de l'unité que j'ai l'honneur de diriger actuellement au Québec. Mesurer l'expérience des patientes et des patients, pas seulement par un sondage, mais par une approche scientifique robuste, appuyée sur des indicateurs développés par une équipe de recherche pilotée par la professeure Poitras au Québec, est un exemple probant de ça. On utilise ça dans une clinique. Tous les patients qui me voient aujourd'hui dans la clinique où je travaille sortent de leur consultation avec une invitation à témoigner de leur expérience de soins de façon robuste que l'on collige et qui nous permet de nous améliorer. Améliorer le parcours des patients et des patientes, notamment la transition entre le domicile et l'hébergement. On m'a dit qu'ici en France, on parlait des EHPAD. Ça ne me dit rien du tout, mais vous, visiblement, ça vous aidera à comprendre. Ces patients qui passent du domicile aux EHPAD, on a développé tout un projet qui améliore cette trajectoire qui apparaît insignifiante, mais qui est tellement précieuse et qui a transformé complètement les pratiques une fois qu'on y a intégré le partenariat des patientes, des patients, les gestionnaires, les cliniciens, bref, toutes les parties prenantes, et qu'on le fait avec la rigueur scientifique en appui.
Idem pour l'engagement des patientes et des patients dans leurs soins. Au Québec maintenant, les médecins paresseux ont le luxe de pouvoir compter dans certains milieux sur des patients qui écrivent presque eux-mêmes leurs notes cliniques avant leur rendez-vous. Ils ont loisir par là d'exprimer ce dont ils veulent parler, des fois de donner des détails avancés là-dessus. Ce genre d'initiative est un autre beau témoignage de ce qu'on fait. Je pense que Mme Dallaire vous en parlera aussi. Elle y a collaboré largement. Et enfin, orienter les politiques de santé. C'est aussi majeur de pouvoir s'assurer de travailler avec les gens qui élaborent les politiques et l'organisation de services en les amenant à prendre en compte ces contributions des patientes, des patients, des cliniciens, des gestionnaires, bref, de toutes les parties prenantes. À cet égard, même si on le développe à un niveau très stratosphérique, ces orientations, je veux vous souligner que ça se concrétise au Québec, notamment dans une des orientations élaborées qui s'appelle celle des GMF apprenants, donc des cliniques qui apprennent, si on veut. Et dans ce modèle, on trouve au centre l'ACQ, l'amélioration continue de la qualité, qui est une façon extrêmement concrète d'opérationnaliser un système qui apprend dans des petits projets au quotidien dans ces cliniques. Donc, vous voyez que tout un modèle d'orientation de pratique sur le terrain peut se traduire par des projets très concrets pour les cliniciens et les cliniciennes, les gens qui travaillent sur le terrain. C'est sur l'ensemble de cet éventail que nous travaillons. Alors, cette recette, vous l'avez sans doute compris maintenant, c'est la recette de quoi? Bien, c'est la recette du système de santé apprenant. C'est ça, un système de santé apprenant. C'est un système qui fait le pont entre la science, les expériences pratiques, les politiques publiques. Il le fait pour, oui, éclairer les politiques, mais développer des savoirs d'une manière qui est mieux ancrée, d'une manière qui est mieux appliquée et applicable sur le terrain, et qui s'assure d'accompagner le changement, pas seulement dire « voici ce qu'il faut faire, maintenant faites-le ». Ça, au pays des licornes, ça marche. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. On le fait en développant des formations, on offre de la consultation, on développe des outils, la facilitation, je vous le nommais, et du maillage entre ces parties prenantes. Tout ça pour faire en sorte que le fameux 95% de contenu, de connaissances et d'innovation qui, en ce moment, prend la poussière sur les tablettes, soit enfin utilisé et serve à transformer et améliorer notre système de santé. Alors, en conclusion, cette recette du SSA, ça favorise des systèmes de santé, comme vos meilleures recettes sans doute, sains, adaptés à tout le monde, appréciés autant par les patientes, les patients que par les cliniciens, les cliniciennes et les autres parties prenantes, et tout ça en rapport qualité-prix imbattable. Vous aurez reconnu le quintuple objectif dans ces éléments qui résonnent avec la notion de recette. Vous aurez d'ailleurs compris que la recette du SSA, c'est à notre avis une recette qui favorise des systèmes de santé qui sont meilleurs pour la santé et le bien-être de toute la population. Je vous remercie de votre attention.